accueille aussi Polo, qui est le chien de Reda. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être aussi nombreux à une heure aussi tardive. Il faut bientôt aller se coucher. Avant qu'on leur passe la parole, vraiment, il paraît que c'est un film de potes. Il paraît que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... Ouais, c'est un film. Vous êtes regroupés tous les quatre. Slimane, je le connais depuis 20 ans. Reda, Amé, ils étaient étudiants à Nanterre, à l'université de Nanterre, ensemble. Ils devaient intervenir dans le cadre on devait l'inviter sur notre premier album, au fait, qui s'appelle L'Ombre sur la mesure, parce qu'à la base, on a un groupe de hip-hop qui existe depuis 97, donc on fête nos 20 ans avec ce film. Et puis voilà, on est resté amis. Moi, j'ai connu Slimane, il n'était pas du tout acteur. Reda aussi. Donc après, voilà, ils ont fait, en tout cas, ils ont tracé leur sillon, et nous aussi. On s'est retrouvés à quelques reprises dans le cadre d'un unitaire qu'on avait fait pour Canal qui s'appelle De l'encre, qu'on avait tourné en 17 jours. Puis après, il y a le court-métrage d'Amé, qui s'appelle Ce chemin devant moi, qui a été tourné à Gennevilliers, qui a eu un beau parcours en festival. Et puis ce film, donc c'est un film de potes qu'on a fait dans notre quartier, dans le quartier qui a vu naître le groupe. Parce que faut savoir que La Rumeur, c'est un groupe de banlieue, mais on est né à Pigalle, au fait. On a fait toutes les salles de concert de Pigalle. On a joué à l'Erotica, au Folies Pigalle, un peu plus loin à Aizé-Montmartre, à la Cigale, au Pigalle à l'époque. Et puis c'était surtout aussi le point de convergence de toutes les banlieues. Où il y avait la fameuse rue Fontaine, où on mangeait des crêpes et des Grecs qui avaient le goût de poisson. Donc c'était physique à l'époque. Donc voilà, et puis c'était un endroit où on traînait, où on avait rien à foutre, et voilà. Donc forcément, on s'est dit, le premier film, on va pas aller chercher très loin, on va le faire à Pigalle, quoi. Enfin, à la maison. Voilà. Oui, pareil, la question évidente, pourquoi les derniers Parisiens? Pourquoi les derniers Parisiens? Parce qu'on considère que, déjà, on s'est forcé de filmer Paris, ce quartier, comme une ville comme une autre. C'est-à-dire, on a eu la chance finalement avec La Rumeur de jouer énormément en France et particulièrement en province. On a un énorme public et ce qu'on aime faire un peu avant les concerts, c'est un peu se balader. Moi, je vais soit dans les quartiers ou soit on se déplace un peu en centre-ville et le constat est le même, c'est-à-dire que en gros, pour se maintenir dans les centres-villes historiques, que ce soit à Nîmes, que ce soit même récemment on était au Mans. Au Mans, la ville du Mans, un peu partout. Ça commence à devenir extrêmement coûteux pour les commerces, avec la concurrence d'Internet, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, ouvrir un magasin de chaussures, quand tu sais que t'as moins 30 ou moins 40% sur Internet. J'ai même vu, soit dit en passant, que pour les soldes, je passais une fois dans une boutique de basket, non loin de celle où on a tourné, il y avait des baskets qui bradaient à moins 70. Donc quand tu as des charges à payer, quand tu as des employés, quand tu as la RSI, enfin tu fais comment, quoi, en gros. Et donc finalement les derniers Parisiens, pour moi c'est ces derniers pauvres, je veux dire, voilà, quel que soit d'une France finalement qui est métissée, voilà, qui a l'image un peu de cette assemblée et en tout cas de ce qu'on connaît à Paris, qui essaye de se maintenir un tant soit peu la tête en dehors de l'eau, mais tout en sachant, je veux dire, de façon quasiment inconsciente, ou de façon clairement ou pertinemment, que la vague elle va passer et vont se retrouver à la périphérie. Voilà, c'est ça en fait les derniers Parisiens. Alors évidemment, on sait que de toute façon ce titre n'est pas forcément compris, enfin pour l'essentiel oui, mais on voit un peu les réactions sur internet de la fachosphère qui disent comment ça, les derniers Parisiens, il y a des Noirs, des Arabes. Oui, mais enfin nous, je veux dire, excusez-nous de pas forcément nous regarder en fonction de la couleur et de la confession. Je veux dire, on n'est pas tombé dans cet écueil-là, au contraire, on a juste essayé de montrer des gens, ce petit peuple qui essaye de faire ce qu'il peut, voilà, pour manger, tout simplement. Alors oui, d'un point de vue de la morale, chacun peut avoir son avis, mais nous, les choses, c'est avec ce regard-là qu'on les observe, quoi. Voilà. J'ai coupé net, là. On a toujours Léonard qui est là.
Je sais pas ce qu'on va pouvoir dire maintenant. Réponse courte. Courte. Il faut terminer les phrases. Il y avait une mise en perspective. Bonsoir, merci pour ce film. Je voulais simplement vous dire que ma scène préférée, c'est l'avant-avant-dernière scène, c'est le dialogue. Je suis ici, pardon. C'est la scène de dialogue entre les deux frères. Et c'est une scène qui, je trouve, donne un peu de profondeur au personnage central. Et je me suis posé la question de pourquoi une scène comme ça n'arrivait pas un peu plus tôt dans le film. Voilà, j'ai eu l'impression que c'est une scène qui aurait pu peut-être éventuellement être plus tôt. Et je me suis posé la question de... voilà, c'est une scène qui change vachement le regard qu'on porte sur le personnage central. Et c'est vrai qu'elle arrive juste avant la fin. Et voilà. Merci déjà pour ta remarque. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on dit que vous avez apprécié notre travail. Alors cette scène, c'est un peu le praliné qu'il y a dans la noisette, derrière la couche de chocolat, derrière la couche de marron glacé. Tu vois, c'est un peu le dernier truc que tu ressens au palais quand tu as croqué le chocolat. Mais plus sérieusement, c'est l'os. Voilà, c'est l'os de la relation entre les deux frères. Des deux générations qu'ils incarnent respectivement, et c'est le soubassement historique, sociologique, politique qui, à leur dépend, quoi, dont ils sont pétris. Et c'est une scène, j'allais presque dire, j'irais même jusqu'à dire qu'on a fait le film pour cette scène. C'est vraiment comment dirais-je, un moment du film où les conflits sont purgés, où ils se retrouvent, où il n'y a plus d'enjeu entre eux, il n'y a plus comment dirais-je, de concurrence, le bar n'est plus là, donc ils sont garde baissée, et pour la première fois dans le film, alors que jusqu'à présent ils étaient incapables de communiquer autrement que sur le mode de l'invective et du télescopage et du conflit, la première fois qu'on les voit garde baissée et prêts à s'écouter, voilà, comme deux frères, une espèce de fraternité, de fratrie retrouvée. Et là on parle des choses qui ont fait mal. Maintenant, donc assez logiquement, j'allais dire, si tu mets cette scène dans les 20 premières minutes du film, bon, tu tues le film. Quoi? Et donc c'est un film, il y a plein de possibilités d'entrer dans le film, il y a plein de fenêtres, des fils qu'on peut tirer, tout ça, mais je pense que si on va au bout du bout de la relation entre les deux frères, il y a, voilà, l'un et l'autre, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qui leur restait. La génération d'Areski, qui a dû... il y a la dimension familiale, il y a le deuil et la perte de la mère, etc. Et le fait qu'il ne pouvait plus rester sous le même toit que celui de sa tante. L'arrivée massive de la CAM et du chômage, ça c'est un truc dans les quartiers qu'on date très précisément. C'est la première moitié des années 80. Comment ? Mais vraiment, l'arrivée de l'héros et tout, l'hécatombe, c'est le début des années 80, 83, 84, 82, 84. Et c'est une génération qui a été décimée. Vraiment, et à peu près au même moment, il y a le chômage massif qui arrive. Il y a la paupérisation. Donc la CAM et le chômage massif arrivent en même temps. Ça, c'est la génération d'Areski. La génération NAS, donc c'est la nôtre. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc NAS, il a 35-40 ans dans le film. Mais c'est une génération qui a vu les grands frères tomber les uns après les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est... on ne pouvait pas, comment dirais-je, tout de suite accabler le spectateur avec cette dimension-là. Et donc c'est quelque chose qui est comment dirais-je, qui est dans le récit du film. Mais il y a plusieurs scènes centrales, mais celle-là, c'est vraiment quelque chose qu'on tenait à inscrire, à mettre dans notre film. C'est un truc qu'on n'entend nulle part, qu'on n'a jamais vu dans le cinéma français. Enfin, personnellement, peut-être que il y a des films dont j'ignore l'existence
qui ont articulé et traité ces problématiques de cette façon-là. Mais voilà, il y avait vraiment la volonté d'amener les deux frères au bout de 2, 3, 4 minutes de dialogue en plan séquence, hein, c'est un seul plan. On n'a rien coupé et on a tenu lors du tournage à faire en sorte que ce soit vécu, et on voulait une prise, on voulait cette scène en une seule prise. Et quelque chose de très sobre, d'assez même minimaliste. Voilà, c'est l'un face à l'autre, ou à côté de l'autre, comment dirais-je, d'une certaine façon, qui admettent les limites de ce qu'ils ont pu faire et qui se formulent de façon très pudique, parce que là, c'est un peu difficile pour l'un et l'autre de se témoigner comme ça de l'affection. C'est pas forcément quelque chose voilà, chez nous, on n'est pas trop dans les mots dans ce genre de circonstances. Et donc voilà, donc c'était vraiment une scène qu'il fallait, pour terminer de répondre à ta question, qu'il fallait préparer, et il fallait laisser la tranche de vie se dérouler quasi totalement, et pour en arriver là, quoi. Bonsoir. Alors déjà, j'ai eu peur de ne pas être convaincue, parce que j'adore ce que vous avez fait avec La Rumeur. Du coup, la transition musique-cinéma n'était pas donnée. Moi, je voulais juste un petit peu, pour rebondir sur ce qu'a dit la personne avant moi, saluer le sens du rythme, en fait. Parce qu'au début, on est dans quelque chose qui est très, très argotique, en fait. On est un peu noyé dans le jargon et dans cette ambiance de banlieusard, de trucs. J'ai eu peur au début, je me suis dit où est-ce que ça va nous mener tout ça, et pour moi le premier virement se fait quand il passe à la cité récupérer les affaires de son frère, en fait, où là on a une première ouverture sur le passé, sur le background, et vraiment je salue le fait qu'on part sur quelque chose, on part de l'argot et on finit sur quelque chose qui est vraiment philosophique, et j'ai aimé. Voilà, je veux juste saluer parce que franchement j'ai aimé. C'était pas donné, hein. Franchement c'était pas donné. Hein. Après il n'y a pas de transition, tu vois, attends, je peux me permettre, juste, excuse-moi, après Reda, je te passerai une fois clean mic. Non, mais par exemple, hier on était, à titre d'exemple, déjà la musique on continue. On est des musiciens, on a joué dans une péniche devant 150 personnes il y a encore une semaine au Mans. Hier on était à Annonay, je ne savais même pas le passer on a présenté le film, je suis monté dans le train, je suis descendu, je dis ah c'est là, d'accord. Et voilà, et on a fait un concert super, voilà, avec des gens divers et variés. Et donc finalement on articule, on fait le rapport à l'image. C'est le même que celui qu'on a sur scène, d'une certaine manière. Voilà. C'est heurté, c'est live, il y a c'est parfois maladroit, mais ce qu'on veut quelque part, voilà quoi. C'est une énergie, une soul, tu vois, un truc qui glisse quoi. Mais la remarque que tu fais sur le début, voilà, on est attrapé, on est mis quelque part, on ne sait pas trop où on va. C'est pas la première fois que ça revient. C'est-à-dire qu'il y a mais pour une simple raison, enfin au moins une raison, c'est que on n'est pas très loin du cliché ou d'une image ou d'un type de représentation qui est habituellement drainé dans les représentations dominantes ou dans les médias, et c'est le type d'image qui suscite plutôt de la répulsion. Au début, nous, on trouve que le début, pour nous, c'est des atmosphères conviviales. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui est un peu étranger à ces codes ou à ce type de faune, on soit dans quelque chose de toxique. Et ça, je l'admets, et on l'a même anticipé, et c'est même... Donc on pose d'une certaine façon, entre guillemets, le cliché,
voilà, on n'est pas loin du cliché. Et, tout l'enjeu, et ça c'est quelque chose qui est fomenté de notre part, qui est je pense, mûrement réfléchi, c'est voilà, on a ces personnages-là qui ne s'excusent pas, qu'on montre tels qu'ils sont, c'est nos amis. Voilà, c'est vraiment nos potes. On les montre tels qu'ils sont, et ce cliché-là, on le contourne et on va voir derrière. C'est-à-dire que la scène suivante, on voit Nas en train de se prendre la tête parce que sa petite amie, son ex-petite amie, l'a lâché. Voilà, donc il est voilà, comme un pauvre, j'allais dire un pauvre mec, voilà, sur le trottoir. Une fois qu'il a refermé la porte du salon du bar à ongles, et les 40-45 premières minutes, c'est un mouvement de va-et-vient entre le cliché ou le semi-cliché quasi toxique, et puis la vie et la complexité de ces mecs. Voilà. Et on passe de l'un à l'autre comme ça. Et jusqu'au moment où là, ce que tu as appelé ça un point de bascule, où c'est le coup de fourchette, c'est la scène du bar où son frère, voilà, où vraiment il y a le premier contact physique très violent. Voilà, donc on a essayé de... C'est un peu la grammaire du film, quoi. C'est un peu le film, il s'est écrit entre ces deux volontés, quoi. C'est en même temps, c'est d'assumer, j'allais dire, voilà, d'assumer le cliché. Voilà, bon, on a ça qui est un peu collé à notre peau, mais d'un autre côté, voilà, c'est qu'un fragment, et il suffit de montrer les gens dans un quotidien, dans une complexité, et au fond, on en est tous là, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. Et là, ils recherchent au fond juste exister, peut-être briller un peu, et faire, voilà, et essayer de sortir la tête de l'eau et de faire ce qu'ils peuvent. Et puis pour compléter ce que tu dis, Amé, par rapport à la manière dont le film est construit, la manière dont vous l'avez écrit et dont vous l'avez mis en scène, c'est que chaque personnage a ses raisons, elles sont valables, mais au lieu de d'abord vous exposer les raisons valables des personnages, puis de les mettre en action, on vous les pose in situ, vous passez du temps avec eux, peut-être de manière même peut-être un peu désagréable au début, ou ils vous sont un peu antipathiques, et tout en ayant donné aux personnages leurs raisons, on vous les expose à vous, spectateurs, seulement peut-être au stade de la scène dont vous parliez tout à l'heure. Et je trouve que c'est une belle manière aussi de regarder les gens, c'est-à-dire de vous dire que c'est en passant du temps avec les gens que peut-être vous pourrez un peu mieux les comprendre, mais pas en vous les présentant d'emblée sous des archétypes et en vous mâchant la chose, et puis ensuite en les faisant évoluer dans l'action. Donc c'est la manière dont c'est construit au niveau de la narration, je trouve ça assez fin, et je trouve que, enfin, moi ça me rappelle un cinéma dont je suis nostalgique sans avoir vécu à ces périodes-là, mais cette semaine là j'ai vu un film qui s'appelle Le voleur de bicyclette, de Vittorio De Sica, et j'ai trouvé cette chose-là, quoi, de la guerre des pauvres, et d'être avec ces pauvres, de ne pas les regarder sous une lorgnette, ou de les faire rentrer dans des concepts ou dans des choses qu'on voudrait dire, mais de commencer par montrer des gens qui vivent, quoi. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est ce que je retrouve dans le film. En fait, à la fois il y a de la lourdeur, à la fois il y a de la finesse, quoi. C'est vraiment... c'est vrai. Et moi, ce que je voulais rajouter aussi, après ce que vient de dire Ekoué, Amé, Reda, ce que je voulais rajouter juste par rapport à la question que tu as posée, c'est juste que on montre ces personnes telles qu'elles sont, et on montre ce quartier tel qu'il est, parce que c'est aussi c'est Pigalle, ça a été filmé sans sécurité, ça a été vraiment filmé, le quartier il a été filmé comme un personnage qui vivait son quotidien, que ce soit de jour ou de nuit. Voilà, c'est vraiment le quartier de Pigalle. J'en parle un petit peu parce que j'y vis depuis 25 ans, et ouais, ces gens-là, ce sont des gens qui vivent, ils ont leur jargon, ils ont leur code, ils ont leur... comment dirais-je, par rapport à ce que disait Amé, je trouve que
ça marque justement ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport à ce conflit de génération, en tout cas, qu'il soit d'abord qu'il soit d'ordre fraternel, mais ensuite social. Ça marque vraiment la génération, cette génération qui mange encore, la génération d'Areski qui a bien morflé, et cette génération qui morfle encore, mais qui ne veut pas faire le dos rond. Voilà. Donc ils réagissent comme ils peuvent. En fait, ils font juste comme ils peuvent, quoi. Voilà. Et je trouve que c'était écrit très finement. Vraiment. Il y a une dame là qui veut parler. Il y en a une en haut, il y en a une en bas. Attends, ouais. Je sais pas, j'ai pas de micro, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis pas On vous tout à fait entend. d'accord. Vous m'entendez? On t'entend, vas-y. Avec les commentaires qui disent qu'il faut attendre la scène de la fin, qui est très rationnelle, très sentimentale. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper ludique. C'est des joutes oratoires qui sont très ludiques, qui sont très musicales en fait. Mais c'était pas mal hein, ce qu'il disait. Moi, je comprends ce qu'il Je sais pas du même avis, c'est-à-dire que moi, la scène de la fin, oui, elle est rationnelle, elle se rapproche plus de nous. Mais moi qui suis d'origine corse, cette façon de parler en se faisant marcher sans arrêt, comme ça, on se renvoyait à la balle, ça existe. C'est typiquement méditerranéen. Merci. Vous voyez, j'ai eu le sourire pourtant, parce qu'en même temps, ils sont pleins d'énergie, avec leur combine, leur madouille, etc. Mais ils sont pleins d'énergie, ils veulent tous faire quelque chose. Et moi, ces joutes verbales, ça m'a énormément touché. C'est ludique, mais on les comprend plus quand ils se livrent un peu plus. C'est juste que c'est. Je sais pas, je peux avoir un dictionnaire, mais je les ai. Ah non, non, tant mieux. Ouais. C'est une immersion totale. On est plongé là-dedans. Oui. Alors, j'avais quand même une chose à dire. Ça vaut le Ouais. Le prochain film, c'est un film qu'on a fait. Attends, il y a juste un truc, je veux dire, c'est vrai que il y a le rôle de Mélanie Laurent, c'est une spipe. La dernière fois, je demandais à une journaliste, j'avais pas beaucoup de choses à dire sur le film, pas dans votre sens, hein, mais qui disait oui, alors le rôle de Mélanie Laurent, je dis, vous savez ce que c'est une spipe? Une quoi? Une spipe? Non, une spipe. C'est quelqu'un qui s'occupe de la réinsertion des gens en prison. Et il se trouve que moi, j'ai travaillé en prison avec des longues peines. On a fait beaucoup d'ateliers d'écriture et on s'était dit, quitte à donner un rôle féminin, j'ai envie de mettre en lumière quelque part cette profession-là, parce que c'est une profession évidemment qui est inexistante quelque part dans le petit et dans le grand écran, et ils font énormément pour les détenus. Voilà. Donc je me suis, à un moment il y a une scène où elle commence, elle fait oui, et puis j'ai la hiérarchie sur le dos, et puis machin, et puis c'est compliqué. Ouais, mais je préfère un. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est un univers, ouais, c'est assez masculin, mais c'est. C'est assumé, c'est totalement assumé. C'est un film masculin. Bon, après, comment dire. Le premier film, c'était une rappeuse. Voilà, c'était enfin le premier film. C'était, on avait fait une rappeuse. Une rappeuse s'appelle De l'encre. C'est un film masculin, mais comment dire, je pense pas qu'on ait fait un portrait misogyne du quartier. Mais il y a la tante. Ah ouais, il y a la tante. Si, les femmes, ouais. Ah ouais, mais c'est un personnage, quoi. Mais ce que vous dites, chose, hein, la tante, quand même. ce que vous dites sur ce que vous avez perçu comme ludique et la gourmandise du jargon, etc. Ça c'est bon, exactement. Ouais. Et le rythme, etc. Bon, ça doit nous venir du hip-hop, ça. Je pense que tu vois, et du flow et maintenant, je comprends par rapport à une des premières remarques, je crois que c'est monsieur avec du long cheveux, que lorsqu'on est un petit peu étranger à ces codes, pourquoi ils n'arrivent pas à se parler, quoi? Pourquoi ils ne se parlent pas? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont l'air de se détester autant? Voilà. Et cette scène apporte la clé majeure, j'allais dire, de compréhension du conflit, quoi, de l'opposition, de ce qui clochait entre ces deux frères. Et donc voilà, c'est à différents niveaux, mais moi ça ne m'étonne pas que vous ayez perçu cet aspect-là, parce qu'on est, si vous êtes corse, voilà. À la base, nous on vient
notre métier, c'est le micro. Hein. Donc nous, on est dans la palabre, on est dans le verbe. Voilà, on est dans l'impro, on est dans le. C'est pas grave de pas tout comprendre. Bien sûr, absolument. Moi, quand j'écoute. Ah non, mais je veux dire, il y a une homme qui. On a eu doit avoir une crampe. Je viens d'un collège net, même si voilà, j'ai la peau blanche, partout. Collège net à côté de Bagneux, de la cité. Là, il y a une fusion entre qu'est-ce qu'un Parisien, qu'est-ce qu'un banlieusard. Il y a une guéguerre, mais moi là, je l'ai plus senti parce que pour moi, les Parisiens, dans la dèche comme ça, pour moi, c'est mes potes. Les emmerdes, là, je les connais par cœur. Ça fait du bien et je l'avais pas encore vu comme ça. Je trouve ça réaliste. Pas sa misogyne. Dès la première scène, quand la meuf elle est vénère et qu'elle renvoie les bons potes du gars, enfin, pour moi, là il n'y a pas. Justement, ça montre qu'à un moment il faut du respect. Quoi. Oui, non, mais voilà, voilà, c'est ça. C'est un univers de mecs, c'est surtout ça, c'est des mecs qui restent entre eux, c'est des potes. C'est un univers de mecs à qui les femmes manquent beaucoup aussi. C'est-à-dire que si Nas, à la fin de la journée, finalement sa copine n'était pas partie à Londres et qu'il rentrait, qu'il pouvait échanger avec elle, peut-être qu'il serait plus rond, peut-être que la confrontation avec son frère, elle serait moins frontale. Donc finalement, les femmes brillent par leur absence aussi dans ce film. Et c'est des hommes sans femmes. Ça raconte quelque chose aussi de ça, autre chose que quelque chose de macho. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai plutôt senti ça, justement. La scène où justement tu réagis comme ça et justement tu respectes carrément sa sœur, si j'ai bien compris, ou en tout cas c'est sa pote. Ouais, c'est son ami. C'est des hommes, en tout cas, pour lesquels les femmes sont un peu des énigmes aussi, quoi. C'est-à-dire, ils ont peur, en fait, c'est des hommes qui tremblent aussi devant les femmes, quoi. Bah, peut-être, mais du coup, derrière le mot macho, du coup, on est en train de glisser d'autres choses qui complexifient, mais c'est vrai qu'en tout cas, la violence, quelle qu'elle soit, la raideur, tout ça, c'est souvent synonyme de peur. Je pense que les machos ont peur des femmes, bien sûr. Mais enfin, je vais juste conclure là-dessus, et moi, je trouve qu'il y a vraiment un très beau réalisme. Ouais, enfin, j'ai l'impression de trouver à Pigalle, quoi, et que surtout les touristes, ça ferait pas de mal qu'ils regardent un peu ça aussi, parce que là, clairement, c'est la réalité de Pigalle. Et j'ai vraiment aimé ce film pour ça. Moi, la scène de fin, moi, ça boucle la boucle, mais moi, à travers les joutes, en fait, je comprenais plus de choses qu'à la fin, quand c'était traduit. J'ai préféré les joutes. Après, je vous laisse la parole, mademoiselle, mais juste, je vais réagir. Évidemment, c'est toujours plaisant de voir que finalement, ce film a été compris, mais ce que vous dites, c'est effectivement, voilà, nous, ce qu'on a voulu, c'est filmer la vie. On a voulu filmer des gens qui peuvent être dans n'importe quel centre-ville, de n'importe quelle ville, je veux dire de France, avec plus ou moins les mêmes problèmes. Alors oui, au bout d'un moment, ce que dit Madame est vrai, hein, d'une certaine manière, on peut filmer, en tout cas, des comportements machos, mais toujours en étant une certaine distance. Et c'est aussi, à titre personnel, c'est aussi des choses qu'on déplore, mais malheureusement qui existent. Donc si on veut être... c'est un peu le procès qu'on vous aura. Vous savez, nous, on est un groupe, on existe depuis 20 ans, on avait fait 8 ans de procès contre Sarkozy. C'est une première hein, dans l'histoire, je veux dire, de la musique. On a gagné notre procès, et on nous a toujours fait le même procès. En gros, mais au bout d'un moment, je veux dire, nous, le premier souci, c'était le réalisme. C'est est-ce que ce qu'on voit autour, devant, derrière, à côté, je veux dire, c'est conforme finalement à notre regard, ou bien ou non. Ou sinon, dans ce cas-là, on fait de la science-fiction. Et pour le coup, c'est vraiment relié à la fabrication elle-même du film. C'est-à-dire que moi, je me souviens de comment le tournage s'est passé. C'était un tournage très, très fatigant, très éprouvant pour chacun de nous. Mais le prix, c'était sûrement le prix à payer d'une chose dans laquelle Ekwe et Amé n'ont pas mis en boîte quelque chose qu'ils avaient pré-imaginé en fait. Et ils se sont laissés eux-mêmes dépasser par les situations qui se créaient, par la vie qui jaillissait des fois à l'endroit où on l'attendait pas, parce que nous on proposait. Il y avait un scénario, il y avait une idée de quelque chose, mais
le fait de laisser cette chose-là vivre au-delà d'eux, je pense que c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire, que vous ressentez du film, et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vraiment le geste qu'on a essayé d'envoyer, et de voir qu'il est reçu, ça fait vraiment du bien. C'est mon premier film. Alors, excuse-moi, il y a un jeune homme qui attend depuis 10 minutes, et après je te donne la parole. Ah ouais. Juste pour vous dire, ouais, le réalisme, moi, si je l'ai trouvé si fort, c'est parce que justement, vous avez aussi réussi à écrire des personnages secondaires. C'est pas juste deux frangins qui se foutent sur la gueule au fond de leur bar. Il y a Constantine qui veut son passeport, il y a même le Clodo là, qui vole un vélo, et voilà, pour montrer que jusqu'au fond de la loose, il reste de l'humanité dramatique, quoi. Et l'idée, justement, moi, ce qui m'a marqué à la fin, c'est pas enfin, au-delà du petit dialogue, c'est de se retrouver sur une scène qui boucle la boucle par rapport à la première scène où ils sont en bas en train de se bourrer la gueule, à faire les cons, quoi, et montrer que voilà, ça se passe en bas de chez les gens. Finalement, on se dit que ce soir on peut rentrer chez nous, tomber sur eux, et au lieu de se dire voilà, c'est qu'une bande de kékis en train de faire les cons, bah, on a vraiment de la peine, puisque voilà, il y a vraiment une humanité qui ressort de cette écriture. Donc chapeau les gars. Mais tu sais, je rebondis à ce que tu dis, et merci, je te dis, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, parce que je vois que voilà, ça a été compris. Il y a un truc sur lequel on ne voulait absolument pas déroger, une règle, c'est, bon déjà, les comédiens qui entourent Reda sont dans la vie un peu ce qu'ils sont à l'image. C'est-à-dire que, je veux dire, ça c'est un premier point. Deuxième point, on a réussi à tourner ce film à Pigalle, là où, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, il y a certaines boîtes de prod qui, une fois à peine posé leur caméra, qui se font racketter par les rabatteurs et par les sex shops d'en face. Voilà, nous, on n'a même pas reçu une canette de bière. Voilà. Et on a tenu un tournage mixte, avec autant d'hommes que de femmes, pour le coup. Voilà, donc ça c'était je veux dire, une des conditions de départ, et c'est aussi dans cette énergie-là qu'on a fait le film. Et puis aussi, un deuxième point, c'est que moi je commence un peu à en être fatigué des films où il y a des calibres à longueur de temps, où on va en train de couper de la cam, ça existe, voilà, et malheureusement c'est le quotidien aussi je veux dire, voilà, des gens des milieux dont nous sommes issus, voilà, qui ont encore malheureusement les mains dedans, voilà, qui peuvent faire autre chose, hein, évidemment, mais qui sont aussi quelque part dans ce mode de vie-là. Et nous, finalement... On voit que Nas, il est passé par là, mais c'est le sujet. Il est dedans, Nas. Quand il dit à son frère, son frère, il dit, attends, ton argent et puis la farine. Bon, quand tu sais lire entre les lignes, la farine, c'est pas pour faire du pain. Voilà, il sent la cam. Et nous, on a toujours une pudeur par rapport à ça, parce que ça crée tellement de dégâts autour de nous. Voilà, et la violence physique. Voilà, nous, voilà, la musique nous a conduit à jouer dans des endroits où après, voilà, et puis même notre parcours de rue où t'entends, voilà, un tel au placard, un tel est mort, on n'a ni montré, je veux dire, la violence, c'est un coup de fourchette. Voilà, on n'a pas voulu montrer, je veux dire, de gunfight, et puis aussi de cam. Et on a plutôt quelque part essayé de la personnifier autour du personnage du Ghost, je veux dire, on comprend, voilà, qui cherche à manger et puis qui voit un vélo pour s'acheter sa dose, voilà, et puis au travers de dialogue. Donc c'est peut-être aussi de là que je pense le film tire un certain réalisme. Mais si je peux me permettre de réagir à ta remarque sur les personnages secondaires. Merci d'avoir vu ça, parce que c'est un des éléments qui fait du film, j'allais dire, un film démocratique. C'est-à-dire que dès que quelqu'un apparaît à l'image, on lui donne sa chance. Voilà. L'épicier, alors j'ai une anecdote par rapport à l'épicier. L'épicier, il avait une demi-scène au départ. Et il avait tellement faim, le comédien, et il nous a tellement régalé sur cette scène, qu'on a défait le plan de tournage. On a réécrit du jour au lendemain 2 autres scènes. Donc il y a la scène avec le personnage qui est joué par Cyril Lecomte, le gars au Borsalino, on ne sait pas d'où il vient, mais il est au volant de sa voiture, et on comprend que c'est lui qui lui amène qui le fournit en faux passeport ou en vrai faux passeport. Et puis une dernière confrontation avec Constantine. On ne voulait pas en faire comment dirais-je, le personnage de l'épicier de la Casbah
dans Pepe le Moco, qui se frotte les mains. Tu vois, on voulait vraiment lui... Voilà, il est entre le marteau et l'enclume. Il a un mec à qui il propose des papiers, et puis il a une espèce de fournisseur qui lui met aussi la pression. Il a aussi ses raisons. Il doit faire sa marge, il comprend qu'il va devoir s'asseoir sur sa marge, et il cherche une solution. Voilà. Et donc, jusqu'au moindre des petits personnages, aussi furtifs soit leur apparition dans le film, c'est comme les joueurs de Bonto. Les joueurs de Bonto, on est avec eux, on est au milieu, on a la caméra sur le carton. C'est les vrais, hein. Et c'est les vrais, c'est-à-dire qu'on on est allé leur parler, on leur dit voilà, et on les connaissait aussi. Oui, et on leur dit voilà, c'est pour le film, là c'est pour notre film, bon, et puis ils se sont prêtés au jeu et ils ont joué comme si la caméra n'était pas là. Et ainsi de suite, Constantine, le Ghost, enfin le Ghost c'est le SDF. Le quartier de Châteauneuf aussi. C'est un quartier dans lequel je vais faire. Le petit vendeur de CD, le petit vendeur de CD DVD, voilà, c'est une extension de Pigalle. Enfin, pour nous, Pigalle, c'est ça va de Château d'Eau à la porte de Clichy. Hein. C'est des décors qu'on pratique tous les jours. Moi, Château d'Eau, voilà, je suis d'origine, mes parents sont d'origine togolaise. Et en gros, ma mère, elle allait acheter du riz à côté, et puis c'est là où j'allais me faire couper les cheveux. Voilà, depuis que j'ai l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 41, je vais à Château d'Eau. Donc au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de faire un film. Et ben je l'ai montré. Bon, là, à travers ce petit vendeur de CD qui existe vraiment, qui s'appelle Jules, et c'est vraiment son taf, quoi. C'est vraiment son métier. Il fait ça. Donc voilà. Et alors je termine juste, mais parce que ça a l'air d'être, c'est un geste que je vois peu dans le cinéma français. Comment dirais-je, bon, déjà par notre travail et par notre musique, on est dans la vie, on est dans la rue. On a voulu nourrir le film. Il y a l'histoire entre les deux frangins, c'est les rails sur lesquels la locomotive du récit est posée, mais l'humanité qui interagit avec leurs histoires respectives, avec leur trajectoire respective, il fallait construire tout ça autour. C'est-à-dire on a besoin de tout le monde, et on a besoin des choses et des gens qu'on voit passer comme ça quand on traverse Pigalle, mais qu'on ne regarde pas. Voilà. Et nous, on a voulu les regarder et s'arrêter sur eux. Voilà, les Derniers Parisiens, c'est aussi ça, c'est s'arrêter, c'est faire un film à pied, donc un foot movie, comme on a inventé un genre, c'est le foot movie, c'est le film que tu fais à pied, en marchant et en t'arrêtant sur les gens sur lesquels le cinéma n'a pas l'habitude de s'arrêter. Et leur conférer, comment dirais-je, un tant soit peu de respect, et leur donner la chance, juste la chance d'exister, dans des plus ou moins longues scènes, des plus ou moins petites scènes. C'est aussi ça, il est porté par cette volonté-là aussi, les Derniers Parisiens. Et attends, je vais faire le type un peu relou, il y a beaucoup de questions, et donc on va la faire. Ouais, je suis désolé, mais il y a 5 questions en stock. On va donner la parole à la jeune femme en haut. Faut parler fort, il n'y a pas de micro. Plus gênant parce que du coup on a un petit peu répondu à la mienne. En fait, moi je voulais parler du personnage qui est le Ghost et dire que en fait pendant tout le film, moi j'ai vu qu'on voyait des scènes alternées où il volait un vélo, il cherchait à manger, etc. Et que le personnage de Veda, en fait, elle est finalement elle dans la même position à la fin et qu'ils allaient se retrouver tous les deux en mode galère ensemble. Donc, voilà. Ça aurait pu être une fin. Ah, franchement, on n'y a pas pensé. On n'est pas loin. Hein. Mais au bout d'un moment, nous, elle est sur le terre-plein. Voilà, il vend un vélo qu'il a volé à des gens un peu plus fortunés, voilà, sur le terre-plein, comme on vend un bar, quoi. Vous avez une question ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, super film, enfin, moi j'adore. En tout cas. Merci. Surtout tout ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être au plus près des personnages, grâce surtout à beaucoup de plans serrés, je trouvais. On étouffe presque en fait, parce que on suppose on voit juste des indices des endroits où on est, ou juste des petites lumières qu'il y a derrière et tout ça, mais en tout cas beaucoup d'intensité dans ce côté plan serré. Alors ma question en fait elle posait sur la globalité, le message, mais on va dire la fin. Tout à l'heure on disait que finalement la boucle est bouclée avec cette scène. Est-ce que par hasard ce serait pas un petit peu fataliste du coup de se dire que la génération de Reda qui a du coup de Nas pardon, qui du coup dans le film a évolué, a grandi, mais finalement se retrouve toujours à la case départ? C'est au-delà quelque part de la question générationnelle, c'est au bout d'un moment, voilà, tu as ceux finalement qui sont les premières proies et les premières victimes,
Il sort de tôle, on sait qu'il a plus ou moins les mains dans les stupes, il veut briller, bon, bah voilà, il fait son tour de manège et puis après, on retourne à la cité. Ensuite, il y a Lucrèce, le voleur, on sent qu'il est un peu plus cortiqué, qui a été à l'école, voilà, qui est un escroc, mais qui a quand même été à l'école, et qui voit chez Nas, finalement, c'est un peu la métaphore du type qui va racketter les dealers, d'une certaine manière, parce qu'il travaille avec les flics et parce que lui, quelque part, il a toujours un peu d'avance. Et puis de l'autre côté, vous avez Areski, qui a fourni tous les efforts d'intégration possibles imaginables, qui parle, je veux dire, un argot, je veux dire, du terroir de Pigalle comme personne, voilà, qui te ressort des expressions comme rôteuse, qu'on n'a pas entendu depuis les années 50, et finalement, qui est vraiment dans un vrai effort d'intégration, qui rencontre cette petite spipe, voilà, qui est un peu borderline, parce qu'à la fois, quelque part, elle entraîne trop, on comprend qu'elle est divorcée, elle entretient une relation avec lui, et elle est censée s'occuper de son frère, et puis ils décident de partir tous les deux, quoi. Donc finalement, il y a du fatalisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi voilà, de l'espoir en fonction des personnages et de leur parcours. Après, les autres, on les voit pas, on comprend que de toute façon, moi j'ai des potes qui sont venus me voir, ils me disent « Ouais, mais moi franchement, je comprends pas le film, à la fin, pourquoi t'as pas dit aller, t'as pas engrainé Brahim pour qu'il aille le chercher, il sort un calibre, hop, ils montent une équipe, ils vont le chercher, ils mettent deux bastos. » Je dis « Ouais, mais mon pote, c'était pas ça le propos. » Je veux dire, ça existe dans 99,9% des disques de rap. Nous, on préfère laisser un point d'interrogation, et puis laisser aux gens de voyager, laisser aux gens, je veux dire, le soin de voyager, quoi. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé vraiment criant de réalisme. Vraiment, parfois c'était limite des passages documentaires. C'était assez fou parce que moi j'ai pas grandi du tout ici, mais vraiment dans une petite cité dans le sud de la France, en fait à Toulon. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Je pense que les groupes de hip-hop nous ont invités pendant quelques années à cause du FN, on les comprend. Il y a un type là qui joue à un moment qu'Akireda fait une accolade. Qui dit alors ton frère il est sorti de prison dans la soirée, qui est un ami à moi qui vient de Toulon, qui est un ancien détenu qui a fait 12 ans de placard et qui a une association sur Toulon qui s'appelle Hip Hop Convict. Il organise des concerts en prison d'ailleurs. Voilà, je fais juste une... Ok, merci pour l'info. Je voulais revenir encore sur la fin en fait. Est-ce qu'il était concevable que Nas en fait abandonne l'idée de vengeance quelques années plus tard et qu'il plaque tout comme son grand frère pour partir dans le sud, s'installer, etc., voir le soleil, ou je sais quoi, ou est-ce que vraiment c'est inévitable, vraiment, il attend... Non mais ça, tu peux projeter ça sur la fin. Tu peux te dire qu'après ce moment voilà, où il sirote une bouteille de Jack Daniels en bas d'un immeuble, que comment dire, la soif de vengeance va le prendre, et puis on peut projeter ça, on peut projeter l'inverse. Voilà, je pense que c'est un moment de faux calme, la fin. Bon, il y a la vente de l'utilitaire, donc c'est le dernier vestige du prestige. On liquide tout ce qui reste, et puis le fruit de la vente, on le partage en deux. Voilà, on est dans la dèche, on est en bas, au point zéro, mais on partage. Voilà, on partage, et ce que je prends, tu prends la même chose. Voilà, on est comme ça. Et puis ensuite, on ne sait pas de ce qui va devenir de cette petite fratrie, de ce groupe. On ne sait pas ce que Nas, je crois qu'il a même plus, il a même plus un mot. Enfin, ses dialogues, on le voit, il est semi-éteint, il est peut-être un peu accablé, un peu abattu. Et puis voilà, mais la vie continue, et puis ça finit sur une contre-plongée sur cette façade d'immeuble. Bon, c'est des diagonales et des verticales barrées, quoi, ça a l'air de barrer la route. Mais voilà, on peut... certains y voient du pessimisme, d'autres de l'apaisement. Voilà, on peut imaginer 15 suites possibles à ce film. Mais en tous les cas, on s'est refusé à en faire un film de vengeance. Alors, c'était pas le propos du film. Une fois que les deux frères se sont parlé et que Nas reprend le fil du jus quotidien de la vie, voilà, notre film était fini. Et donc, voilà, remettre les couverts pour savoir s'il va retrouver Lucrèce, récupérer son bar, son oseille, lui faire du mal, pas du mal. Bon, voilà, notre film s'est arrêté avant, quoi.
Il y avait Slimane qui voulait ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ouais, je crois que tu viens de le dire. C'est bon, je comprends. En tout cas, les personnages, ils ont une vie après les films, et on la connaît pas mieux que vous. Peut-être que le film de vengeance, justement, pose une conclusion. Moi, je préfère toujours que ça continue de voyager, que tout le monde puisse s'inventer. Si on a envie de continuer dans l'imaginaire, passer du temps avec ces personnages, de se demander qu'est-ce qui va leur arriver. C'est un truc dont j'aime bien des fois parler avec des amis après une séance de cinéma, de se demander la suite. Mais nous, moi personnellement, je la connais pas. Moi, ça s'est arrêté en bas de cet immeuble avec cette bouteille de Jack Daniels. Et la dernière fois, on était un jeune Viguier. Il y a une dame d'un certain âge qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée vraiment pertinente, en tout cas qui m'accompagne dans toute la promotion de ce film. C'est on voit Nas qui rentre dans le bus et donc on voit la nuit. On quitte la nuit et on la retrouve. Après on le revoit avec ses potes en bas en train de vendre un utilitaire, voilà, essayer de comment se refaire avec du black. Et sans mauvais jeu de mots bien sûr, parce qu'il vend un malien. C'est bien compris. Et après, voilà, ils sont en bas, ils boivent. Puis après, quand on connaît un peu les ambiances des halls, ils finissent par s'engrainer, quoi. C'est ouais, mais on va le voir, mais c'est un fils de pute. Mais vas-y, il claque, je veux voir un tel, on monte à calibre. Viens, on va le lever, où il se trouve. Et c'est comme ça, c'est malheureusement. Mais bon, on vous avait parlé de ça, on la coupe voilà, on la cut. A priori, ça peut se terminer comme ça. Voilà, mais bon. C'est ouvert. On va prendre encore 2 questions. Non, pour répondre, enfin juste pour dire, pour faire un retour au monsieur qui vient de poser la question, pour aller dans la continuité de ce que disaient Amé et Reda, moi je trouve que sur la fin, en tout cas, sur la fin, ce qu'on retrouve, en tout cas ce que moi je ressens chez Nas et au milieu de ses potes, c'est qu'il a une espèce, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il a une espèce de sérénité, en même temps comment dirais-je, comme quelqu'un qui sait, qui accepte, qui s'est fait bananer, et en même temps, il a cette richesse qu'il a jamais connue, alors qu'il l'avait à côté de lui, aussi bien lui que son frangin, c'est de s'être retrouvés, ces 2 frères, quoi. Et ça, c'est quand même important. Il a son frère, quoi. Il a un frère. Voilà. Il a retrouvé son frère. C'est plus que la rue, son frère. Vous savez, c'est un film qui est, comme on a coutume de le dire, qui est assez facile de regarder de haut. Non, c'est pas d'illusion. C'est très bien que. Voilà, un peu. Mais bon, comme dirait Fillon, on a le cœur solide. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, on sait. Je veux dire, nous, les torrents de boue qu'on s'est pris sur le rap, on vient de là, quoi. Donc, regarder notre film de haut, c'est hyper facile. Maintenant, se mettre à la hauteur des personnages et comprendre quelque part que c'est des individus complexes, en tout cas, je trouve que c'est une démarche quelque part qui est bien et à mon sens nécessaire. Comme je disais, voilà, on prend encore 2 questions. Je prends lui et toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu redondant, mais je voulais vous dire bravo parce que c'est vrai redondé. C'est vrai que par rapport à tout ce que vous dites et tout ça, c'est pas toujours. Des fois, quand on a après des explications de l'équipe, des fois on ne se retrouve pas forcément dans ce qui se dit, ou notre vision n'est pas forcément la même. Et là, je trouve que vous avez vraiment réussi sur tous les tableaux, comme vous le faisiez sur le groupe déjà avant, que je connaissais un petit peu, voilà, en écoute et tout ça. Et moi j'avais une question, parce que le film, ça va faire pareil un peu... Je vais réduire à une petite chose, mais le film me faisait penser, dans ses déambulations, c'est beaucoup plus lumineux et tout ça, mais en cinéphile, ça me faisait penser à Bad Lieutenant, juste celui de Ferrara, juste dans le côté, comment on mêle les figurants et comment on navigue avec la caméra comme ça, en passant entre les figurants, qui des fois sont peut-être pas au courant, et c'était ma question, c'était pour savoir comment vous aviez fait ce travail avec eux, enfin, savoir si vous étiez mêlés, si vous aviez porté la caméra. C'est une très bonne question. Écoute, je vais te répondre vraiment en 2 mots. On a fait je vais essayer vraiment d'aller court parce que j'ai bien compris que je vais faire vite. Après, complétera à mon avis. Oui, on a volé des images. Oui, quand on filme, on ne demande pas les autorisations. Le Moulin Rouge, soit dit en passant, a une connaissance du film.
a refusé catégoriquement, en nous envoyant un référé, d'associer l'image du Moulin Rouge à celle de la rumeur. Donc ça, il faut le savoir, c'est pour ça qu'on contourne le Moulin Rouge. On voit pas l'enseigne avec l'espèce de truc. Sinon, c'est un procès. Voilà. Ils voulaient absolument pas entendre parler d'un groupe de rap qui parle de Pigalle et de la rumeur. Et à mon avis, je pense que s'ils voient le film, au bout de 15 minutes, ils partent en courant. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Internet permet cette liberté-là. Voilà, il y a une façon de filmer qui a changé. Les gens, ils prennent un iPhone et ils filment tout, des scènes. Regardez ce qui s'est passé, cette malheureuse affaire à Aulnay-sous-Bois. Franchement, voilà, aujourd'hui, il y a des caméras, ça véhicule, on voit les trucs. Donc on pouvait pas nécessairement filmer un quartier comme Pigalle en mettant des barrières de sécurité, des machins, des trucs. Non, surtout ne passez pas. C'est voilà, on y va, on pose la caméra, nos comédiens. S'il y a des mecs qui rentrent dans le champ, bah, c'est pas grave. S'il y a quelques petits regards caméra, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Voilà, moi je vais plus vous apporter un autre regard. Moi j'ai vécu les 25 premières années de ma vie à la campagne. Je suis arrivé sur Paris juste il y a 6 mois. La banlieue, le rap, je connais absolument rien. Et voilà, je voulais juste vous dire que votre film il transpire l'authenticité. Et je suis convaincu qu'il y a que des gens comme vous, voilà, on sent que c'est votre vie et qu'il n'y a que vous qui avez pu réaliser quelque chose comme ça, quoi, que n'importe quel réalisateur connu, on ne ressentirait pas autant de choses que la façon dont vous l'avez fait. J'espère que vous allez trouver votre public et pas seulement chez des gens de la banlieue. Et aussi, voilà, l'intérieur. C'est pas un film de diversité, c'est une histoire de France. Voilà. Mais il y a une dimension. Moi, je peux. Je sais pas, il y a des films japonais dont l'action se déroule, je sais pas, à l'ère médiévale du Japon, par exemple, des films de sabre. Et qui mettent en scène des personnages qui, a priori, ne me ressemblent ni de près ni de loin. C'est très exotique. Mais en fait, là où j'ai prise, c'est sur le réalisme intérieur du personnage. C'est sur le ressort de ses passions. C'est sur son désir viscéral. Et en dépit du fait que tu es grandi à la campagne. Moi, je viens de province. Je suis arrivé à Paris au début des années 90, mais je suis né, j'ai grandi à Perpignan, à 20 km de la frontière espagnole. Donc, je ne suis pas un Parisien pur jus. Je me suis emparisianisé, en banlieusardisé. Mais je veux dire, c'est ce qui me pétrit, ce qui me fait. Ce qui m'attire a priori chez un personnage, là où je peux avoir, comment dirais-je, y avoir des phénomènes d'identification. Au fond, je crois, c'est sur ce qui le pousse à agir, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, c'est ce qu'il a en lui, c'est ce qui brûle en lui, c'est ses tripes, c'est ces dimensions-là. Et Nas, Areski et par extension les personnages qui gravitent autour d'eux ont, je pense, quelque chose de... ils sentent la pente de plus en plus savonneuse. On sent que on est en train de vivre les derniers moments d'une séquence de Paris. Paris, voilà, c'est un secret pour personne, se gentrifie à une vitesse incroyable. Bon, c'est un processus qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies, mais ces 5-10 dernières années, c'est vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est fou. Ça atteint. Et le petit peuple voilà, qui a été raconté dans les romans, qui a été filmé après-guerre, etc. Bon, il en existe encore peut-être que quelques poches. La plupart sont encore à Pigalle, Barbès, voilà, les endroits où on a filmé, Belleville, les Buttes de Chaumont. Bon, c'est encore des lieux où on trouve des familles, des familles modestes, pauvres, où il y a encore quelques rues, quelques quartiers à Paris où les mères à la fenêtre crient, appellent leurs gamins pour venir manger. Ouais, où il y a encore des gens qui font sécher leur linge aux fenêtres. Mais bon, voilà, c'est résiduel. Et bref, mais ce que tu dis, moi ça m'évoque ça, c'est-à-dire que au-delà des spécificités du décor,
de l'enracinement en un lieu et en une époque dans un film, en fin de compte, et c'est ce qui est même doit nous donner de l'espoir et beaucoup d'optimisme, ce qui compte, c'est ce qui brûle à l'intérieur du personnage. Et ça, moi, je suis très content qu'il y ait eu que tu aies perçu les choses comme ça. Et je rajouterai aussi un dernier aspect voilà, et j'en finirai là. C'est ce film, il est, vous savez, moi j'habite pareil dans le 18e. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on répétera aussi parce que voilà, ça a vu le nez. Slimane, il est tout à fait à même quelque part en parler parce que nous on a vraiment une culture des bars et je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi? Tu descends de chez toi, t'as Zara, t'as Coppels, t'as machin, t'as truc, t'as bidule. On est parti présenter notre film au Japon, voilà, qui a été, par soit dit en passant, très très bien accueilli aussi, pour les mêmes raisons que tu évoquais. C'est pareil, le centre-ville, c'est toujours les mêmes marques, Zara, machin, truc bidule. Au point, je cherchais à acheter un cadeau à ma femme, et je l'ai acheté à l'aéroport, parce que je trouvais même plus de trucs typiques, je veux dire, du Japon, quoi. Et c'est des gens qui ont c'est des boutiques qui ont tellement de moyens, des sushi bars, des machins, des trucs qui ont tellement de moyens qu'ils achètent des lieux. En gros, ils laissent, ils font pas de chiffre d'affaires, c'est juste du placement de marque. Mais le problème, c'est que les petits commerçants, les épiciers, les petits bars, ils peuvent pas s'aligner, quoi. Parce que, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce film-là, en ça, je trouve que ça renvoie aussi quelque part à la réalité j'ai de la belle famille du côté de Nîmes, mais voilà, il y a c'est un peu les supermarchés qui absorbent tout, quoi, d'une certaine manière. Sauf que nous, on vit, en plein cœur dans le nord de Paris, et de toute façon même au-delà, et bientôt plus personne n'aura les moyens de se maintenir. Aujourd'hui, avoir 2 gamins habités à Paris, c'est extrêmement difficile. Voilà, au bout d'un moment, tu es obligé d'aller en banlieue. Et voilà, bref. Merci beaucoup. Merci. C'est super. Super.